Dans les trois grands compromis sur lesquels je ne suis pas revenu, le premier compromis libéral sur le 19e siècle jusqu'aux années 1880, en effet, il y a une configuration où d'un côté, les associationnistes et les premiers coopérateurs sont méfiants de l'action de l'État, et d'un autre côté, l'État est dominé par l'idéologie du libéralisme économique qui évite d'interférer dans les activités économiques des associations. Du coup, on est plutôt sur des règles contractuelles, et ce qui va contribuer à expliquer qu'on a une très grande diversité des modèles organisationnels. Ensuite, ce que j'ai appelé le compromis républicain des années 1880 aux années 1970, on a un État qui légifère et ainsi de suite. Et du coup, on a une régulation par les statuts, par les lois, et qui va expliquer sans doute une homogénéisation autour de certains statuts. Et du coup, on voit le rapport de l'État à travers l'État et les lois. Et dans le compromis néolibéral qui se met en place dans les années 1970, c'est pas moins d'État, mais c'est un État qui agit autrement, et notamment par l'intermédiaire des politiques publiques. Je pense que l'explosion des entreprises associatives qui s'insèrent dans les politiques publiques reflète ce compromis néolibéral. Et du coup, c'est une autre modalité d'action qui délaisse aujourd'hui sans doute les statuts, d'où le développement des entreprises sociales ou autres. Et aujourd'hui, c'est ce sur quoi je travaille aussi. Via les outils d'évaluation et de financement par l'impact social ou autre, on a de nouvelles règles qui sont mises en place au niveau de l'Europe. La Commission européenne met des règles pour transformer les organisations de l'économie sociale, mais en transformant les règles de financement et d'évaluation, mais en ne touchant pas au statut. Et du coup, l'État, ou la Commission européenne, ou l'État français agissent toujours autant, et il agit énormément sur l'ESS, mais pas par les canaux statutaires législatifs, comme dans le compromis républicain, mais dans un État néolibéral qui agit par la construction des règles pour un marché. Bon, j'ai été très vite, mais voilà peut-être une perspective macro. Et peut-être juste sur les coopérateurs d'Amiens, très rapidement. Alors au début, il y a des ouvriers qui sont tous syndiqués, beaucoup au Parti ouvrier socialiste révolutionnaire et quelques guédistes. Et les militants socialistes, au début, en 1892, ils hésitent entre créer une coopérative socialiste sur le modèle des coopératives belges ou ce qui va être fait à Lille, ou une coopérative syndicale. Et les syndicalistes sont dominants et vont gagner le combat. Ils créent une coopérative syndicale. Jusqu'en 1912, la plupart des coopérateurs et des dirigeants sont socialistes, syndicalistes, mutualistes, dans la chevalerie du travail. En partie, ils créent, même via l'Union d'Amiens, ils vont créer une bibliothèque, une société de secours mutuel, et ils vont contribuer, en prenant le pouvoir à la mairie d'Amiens, ils vont essayer de mettre en place des institutions mutualistes. Entre deux guerres, on a un éloignement des dirigeants coopératifs qui restent pour la plupart socialistes, mais qui restent des socialistes très modérés. Les syndicalistes continuent à siéger au conseil d'administration, mais sont plus éloignés. Et j'étais tombé sur une archive de la commandature en 1940 qui disait qu'il n'y avait pas trop de soucis, c'était des socialistes très modérés, révolutionnaires dans leur jeunesse, mais bon voilà. Et ruse de l'histoire, le dernier président des coopérateurs de Picardie, de 1972 à 1990, que j'ai eu la chance de rencontrer, en discutant avec lui, c'était un syndicaliste aussi, à la FEN, syndicaliste révolutionnaire d'école émancipée. Et du coup, je lui expliquais, il ne savait même pas que les fondateurs de l'Union coopérative d'Amiens étaient des syndicalistes révolutionnaires, et du coup, ce retour historique, mais voilà, qui montre les liens, du coup, plutôt à l'époque entre syndicalisme enseignant et coopération de consommation. Voilà, sur